Coucou les copains, c'est dimanche, on va continuer, on va reprendre, mais comme c'est dimanche, vous allez voir des choses qui vont pas vous plaire. Je vais oser boire mon café et fumer une clope. Ouais, je vous rappelle, c'est une clope. Donc aujourd'hui, j'attaque enfin la dernière partie du dossier maillot. Enfin, du moins, je vais la faire en une traite, parce que ça me pèse assez de faire ces vidéos et de montrer ma face. Après, je sais pas si je la diviserai en 2, 3 ou 4, ça va dépendre de la longueur. Donc aujourd'hui, on va attaquer les procès-verbaux d'audition du mois de septembre et octobre 2012. Juste une petite précision tout de suite, parce que je lis tout et n'importe quoi. Il paraît que je devrais être poursuivie pour diffuser ces informations. Ouais, venant d'un pseudo-journaliste fake news tuber, c'est toujours rigolo. Ah ouais, si, je vous ai réservé aussi une surprise, c'est qu'on finira quand même avec un élément et non des moindres qui devrait intéresser plein de gens. Hein, on va l'attaquer celle-ci. Donc quoi qu'il en soit, je reviens à mon ami Pampers, What a Beautiful Merde et compagnie qui se prétend journaliste mais qui ne fait que de la merde et de la fake news. Donc tu souhaiterais que je sois poursuivi parce que je diffuse ce dossier remis par les victimes de Mayo, Ziman et compagnie. En l'occurrence, je le rappelle, les seules victimes de ce dossier, ce sont les enfants Gatchadoua. Voilà, ils m'ont remis le dossier pour faire écouter leur voix. Concernant ma tenue, pour ceux qui ont cru voir une robe de juge ou je ne sais quoi, allez consulter en urgence un ophtalmo, ce n'est qu'une djellaba. Et puis un autre truc que j'ai vu qui m'a fait rigoler, ouais, donc je devrais être poursuivie. Alors tu vas être super emmerdé mec, parce que regarde ce que j'ai trouvé sur internet, en libre accès, le jugement correctionnel, t'as vu, du mois de janvier. Oh bah dis donc, qui c'est qui diffuse? Oh, bah, comment qu'on fait là? Hein, on poursuit qui au final? Hein, une partie qui diffuse les infos parce que ce que je diffuse là, ça a été jugé le 31 août 2018, ou un avocat qui fait tourner des décisions de justice alors qu'il y a appel en cours. Hein, allez, je te laisse là-dessus. Bon, on attaque donc les procès-verbaux d'audition. Du coup, peut-être que je me ferai plaisir en prolongeant avec les jugements, celui de 2018, celui du 31 janvier, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Pourtant, il est intéressant à lire. On a aussi le réquisitoire de poursuite. Et puis, on a aussi, comment ça s'appelle? Comment ils ont envoyé ça? Comment ils ont appelé ce document? Je l'ai mis où? À l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Où là, si j'ai bien compris, on a l'entrée en scène de Madame Peyron, qui a priori, elle n'a rien à voir dans l'affaire. Hein, pareil. On va y venir, on va rigoler. C'est dimanche. Excusez-moi, j'ai pas une petite gorgée de café. Et on attaque. Parce que y en a un quand même qui a passé vachement de temps à être entendu, plus que les autres, et pour cause. C'est toujours les plus fragiles. Hein. Monsieur Borja. Alors, Monsieur Borja, bon, alors on va vite fait faire un portrait, hein, parce qu'on a les casiers judiciaires aussi. Monsieur Borja, il a un petit casier qui fait quand même 3 pages. Ah, voilà. Bon, alors c'est ce que j'appelle du droit commun. Ah. On est dans l'outrage, la rébellion, la détention et l'usage de stupéfiants, la conduite d'un véhicule bourré, l'outrage, la rébellion, l'outrage, le transport et détention de stupéfiants, et puis refus de se soumettre aux vérifications. Truc de droit commun, quoi, la base, la victime type. Que Maillot cible, des gens qui ont des casseroles au cul, parce que lui il en a des grosses, tout comme ses copains, et puis des gens fragilisés psychologiquement, ça je l'ai déjà dit. La Janet, il n'y a rien, hein, c'est écrit néant. Janet Ziman, pas de casier. Gatchadoua, pas de casier, et ce malgré une condamnation. Ah non, elle n'avait pas encore été condamnée à l'époque pour son enlèvement parental de 2 ans et 8 mois de ses 3 enfants. Par contre, Maillot, ouais, c'est surprenant parce qu'on s'attendrait à trouver l'affaire de Petit Vincent, et non, hein. C'est juste que le mec, il a confondu le compte de sa société de gérance, de sécurité, de je sais pas quoi, de milice à La Réunion avec son compte personnel. Qu'il est intelligent, cet individu. C'est incroyable. Sinon, c'est pas un escroc, hein. Allez, c'est parti pour les PV. Oh, désolé, c'est dimanche, et puis c'est la dernière. Je vais me lâcher, et puis de toute façon, je suis comme je suis, ça vous plaît pas, passez. Donc là, on est sur un PV établi le 22 septembre
à 18h. Je crois que c'est le lendemain de la disparition ou le jour même. Ah ben non, c'était le soir même. Voilà, entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare « Je suis entendu ce jour à votre gendarmerie suite au contrôle donc j'ai fait l'objet en début d'après-midi aux environs de 14h30 sur la commune de Bollandose. » Alors, je vous rappelle, parce que visiblement ça rentre pas dans tous les cerveaux, parce qu'il paraît qu'on l'aurait piégé. Parano quand tu nous tiens. Je rappelle, pour la petite anecdote qui a déclenché ce contrôle, c'est que à l'époque, sur la région, il y avait une vague de cambriolage. Donc forcément, comme ça arrive dans chaque commune où il y a des vagues de cambriolage, les gendarmes ou la police, hein, selon de quelle autorité dépend le secteur, tournent beaucoup plus. Voilà, ils vont même dans les allées de lotissement, enfin ils font voilà tous les secteurs pour surveiller un peu et peut-être dans l'espoir de prendre du flagrant délit. Donc ce contrôle, j'ai envie de vous dire, quand on est gendarme et qu'on voit 2 véhicules qui sont pas immatriculés dans la région, une fourgonnette et un camping-car, forcément, ça pose question. Donc, on contrôle. Voilà. Après, il fallait prévoir qu'il y avait mayonnaise dedans et qu'il allait se carapater comme le lâche qu'il est dans un petit champ de maïs et faire croire après pendant des mois qu'il avait disparu avec Janet qui nous mettait bien en scène alors qu'elle l'avait récupéré le soir même, je le rappelle. Donc, ce jour-là, c'est Monsieur Borja, puisque c'est celle qui restait dans la voiture. Je rappelle aussi qu'il y avait 2 véhicules, une fourgonnette appartenant à Monsieur Borja, avec Monsieur Borja et Maillot à l'intérieur, et le camping-car prêté par Madame Peyron, cette charmante logisticienne, avec Jérémy Lehu et Janet Ziman à l'intérieur. Donc forcément, le 22, on n'a que l'audition de Monsieur Borja, puisque c'est le seul qui a été emmené en même temps. Quand la personne qui est à côté de vous en bagnole se sauve comme un lièvre, c'est vrai que ça pose question à tout le monde. Donc voilà. Alors, donc je vous montre bien, hein, c'est bien son PV d'audition, Monsieur Borja, voilà, samedi 22 septembre. Ouais, j'ai masqué son adresse, parce que je considère qu'il fait partie des gens victimes de ce petit groupe. Alors, donc il précise, je précise que je n'étais pas le seul dans mon véhicule, car j'avais un passager avant avec moi qui s'appelle Elliot. Elliot le dragon. Je connaissais cette personne depuis 3 semaines. J'ai une saleté dans l'œil. Lors du contrôle, les gendarmes m'ont demandé les papiers de mon véhicule ainsi que mon permis de conduire. J'ai présenté mes papiers aux gendarmes. Un autre gendarme a demandé une pièce d'identité à Elliot. Suite à cela, il a dit qu'il ne les avait pas, mais qu'il avait juste une photocopie de son permis de conduire. Voilà, donc il explique que pendant qu'il se faisait contrôler, il a vu Elliot ouvrir la portière côté passager avant de partir en courant à travers champs. Sur le coup, il n'a pas compris pourquoi il a pris la fuite. Forcément, les gendarmes ont couru derrière sans pouvoir le rattraper. C'est là qu'il s'est retrouvé à être sommé de sortir du véhicule et menotté. Voilà. Donc de là, il est entendu. Donc on lui demande depuis quand il est sur Amancé. Donc voilà, il écrit son parcours. Je pense et qu'elle aura dû sortir de l'autoroute. Ça, on s'en fout. Ça fait pas partie des questions pertinentes. Alors l'excuse, ouais, je connais pas Elliot. Sinon c'est pas des menteurs. Hein. Ah, quelle honnêteté chez ces individus. Ça m'épate. Donc on lui demande pour quelle raison il est venu ce jour dans la région. Réponse, en fait Elliot devait me présenter un couple pour un projet agricole éco-bio. Ce couple habite aux environs de Besançon, je ne connais pas ce couple, c'est Elliot qui devait me le présenter. Là on lui demande où il a connu le dénommé Elliot. J'ai fait sa connaissance dans les Calanques de Marseille, c'était fin août 2012, pendant mes vacances, nous avons sympathisé sur la plage, nous avons passé l'après-midi ensemble et on est allé boire un coup en fin d'après-midi après la plage. Je lui ai parlé de mes projets liés à l'écologie et l'alimentation bio. Donc il explique un peu son projet, gna végétarien, blablabla. Ils sont tous un peu, ouais, j'ai trouvé un autre truc aussi, c'est marrant, ce goût pour le bio. Bref. À la fin de l'après-midi, après avoir bu un coup avec Elliot, on s'est échangé le numéro de téléphone, il m'a donné le sien, à savoir et Elliot devait me contacter par la suite. Une dizaine de jours plus tard, Elliot m'a contacté pour me dire qu'il pouvait me présenter un couple dans les environs de Besançon pour un projet éco-bio.
Bref, c'est comme ça que soi-disant qu'ils se sont connus. On saura plus tard que c'est pas du tout comme ça. Mais je vous dis, c'est des menteurs, parce leur temps à mentir à tout le monde. Voilà, à tout le monde, et surtout à vous. Donc on lui demande, connaissez-vous les... Non, il ne connaît pas les personnes chez qui il va aller, il l'avait dit plus tôt. Et là, on lui demande ce qu'il connaît de cette personne, ce fameux Elliot. Ce à quoi il répond, je ne connais pas son nom de famille, il m'a juste dit qu'il s'appelait Elliot, il ne m'a rien dit sur son passé ni sa vie privée, je ne lui ai rien demandé, nous avons parlé au cours du trajet, du projet bio et des choses de la vie courante. Savez-vous s'il vit seul? Il ne m'a rien dit là-dessus. Je me souviens qu'il a demandé si j'avais des enfants. Je lui ai répondu que non. Pas d'enfants, gna gna gna. Savez-vous, Elliot est domicilié, mais je dis qu'il était dans la région marseillaise. Êtes-vous surpris que cette personne prenne la fuite lors du contrôle? Oui, je ne comprends pas pourquoi il a fait cela. Quel était le comportement d'Elliot avec vous? Pour moi, c'est quelqu'un de normal, je n'ai rien trouvé de bizarre chez lui. Maintenez-vous le fait que vous êtes arrivé aujourd'hui en Franche-Comté? Oui. Avez-vous des connaissances en Franche-Comté? Non. Maintenez-vous le fait que vous ne connaissez rien de cette personne? Je ne sais rien de lui, je ne connais pas son nom ni son domicile, je ne sais même pas si cette personne travaille. On lui demande sa situation professionnelle, ça ne vous regarde pas. Ses problèmes de santé, son salaire... Alors ensuite, nous vous informons que sur instruction du procureur de la République à Besançon, aucune affaire concernant le dénommé Elliot est prise par nos services de gendarmerie. Toutes ces affaires vous sont laissées. Avez-vous quelque chose à dire? Donc c'est là qu'en fin de compte, on apprend que c'est le jour même qu'ils ont fait des photocopies concernant le cahier appartenant à Elliot. Il pense que Elliot ne le recontactera pas. Bon, voilà. Donc là, on est... son permis de conduire et contrôle habituel. Donc là, je vous le remontre, on est le 22 septembre 2012. C'est suite au contrôle routier, excusez-moi, j'ai un mot crado, qu'il sera entendu. Et c'est là, à ce moment-là, donc le soir même, que les cahiers seront saisis et photocopiés, ce qui déclenchera le reste de l'affaire. Voilà. Un mois s'écoule à peu près. Avant que les gendarmes de Besançon ne viennent arrêter nos joyeux comparses. Et nous nous retrouvons le 23 octobre. Allez, donc Monsieur Borja, si je me fie aux horaires, je pense qu'il a passé 48 heures en garde à vue. Ah, c'est ça, je reprends. Encore une. Il en a fait plein avec 48 heures. Il a dit plein de choses. Forcément, il a été entendu. Hein. Je vous rappelle que c'était lui qui était au volant de la fourgonnette dont Maillot s'est sauvé. Donc voilà, les PV de Monsieur Borja. Ça a commencé le 23 octobre à 18h15. Ensuite, le 24 octobre à 10h. Ensuite, là, on est à quelle heure? À 15h. Ouais, il y a des pauses, hein. Normal. Celle-ci, hop, 19h30. Et le 25 octobre à 9h30. Vous voyez, du 23, 18h jusqu'au 25 à 9h. Bon. Ouais, quasi 48 heures, on va dire. Enfin, je sais pas à quelle heure il est sorti, il finit, parce qu'on n'a pas les heures de fin. Ah, il est 11h45. Voilà, là, c'est écrit là, 11h45. Fin. Donc, allez, Christophe Borja. Donc, il avait donc été entendu un mois avant. Donc là, il revient. Mais là, c'est plus Besançon qui l'interroge. C'est la section de recherche de Poitiers, hein, comme je l'ai expliqué. Bah oui, hein, ils ont trouvé des choses suspectes dans un véhicule du côté de Besançon, mais vu qu'en l'occurrence la famille ciblée se trouvait dans les Charentes-Maritimes, il est logique que ça a été transmis au procureur de la région là-bas, qui a décidé de poursuivre. Donc à partir de là, c'est plutôt Poitiers qui s'occupe des auditions et compagnie. C'est juste du droit, mais bon, j'ai bien compris que parmi vous, il n'y en a aucun qui capte quoi que ce soit en droit et dans la façon que ça a procédé. Comme même ça vous dérange, c'est comme ça. Donc on vous en fume, on vous encore des trucs et des machins, persécution, patati patata, paranoïa puissance 1000, et puis vous en demandez.
Donc voilà, on arrive sur le début. Donc hein, présentation, gna gna gna. Donc le truc de base hein, par rapport au fait qu'il ait été récupéré chez sa tante. Il a été cherché, avoir été placé en garde à vue, ses droits ont été notifiés, enfin, tout est ok. Je reconnais que vous avez procédé à des perquisitions dans un premier temps au domicile de ma tante, dans la caravane que j'occupais et dans mon véhicule, et dans un deuxième temps à mon domicile. Lors de ces perquisitions, vous avez découvert des agendas avec des annotations manuscrites faisant état d'affaires de pédophilie avec des enfants en danger, dont une peut correspondre à l'affaire pour laquelle je suis placée en garde à vue. Donc là, il précise qu'il développera quand il sera en présence d'un avocat, ce qui est tout à fait normal. Hein, bien connu, tout ce que vous direz contre nous pourra être retenu contre vous. Non, il a raison d'avoir un avocat et c'est une très bonne chose, hein, parce qu'ils sont là pour ça, même s'il n'y en a pas qui servent à grand chose in fine. Allez, c'est parti. Donc en fin de compte, ça y est, l'avocat est arrivé. Donc là, il nous raconte sa petite life. Voilà, machin. Alors, sur les faits. Sur les faits. Je tiens à m'expliquer sur les faits qui me sont reprochés. Il y a environ un an, je découvre sur Internet l'existence de réseaux pédocriminels et je suis choquée. Qui ne le serait pas? Je découvre ces réseaux via Facebook en me connectant sur divers pseudonymes, notamment Toph Dupont. Je m'intègre à des groupes de discussion relatifs au sujet de la lutte contre la pédocriminalité. Je peux vous citer par exemple le groupe Facebook Rassemblement contre la pédopornographie administré par Jérémy Lehu et moi-même. Il y a aussi Réseau Étatique et d'autres dont je ne me souviens plus des noms. Réseau Étatique, c'est pas celui de Metaluna, ça? Je dis, c'est un petit noyau. Ces groupes de discussion renvoient uniquement sur le sujet de la pédo et particulièrement sur des reportages vidéo, articles de presse, informations diverses que l'on ne trouve pas dans les médias officiels. C'est par ce biais que j'ai fait la connaissance en premier lieu de Jérémy Lehu il y a environ un an. Nous avions des contacts par téléphone et par internet, mail, Facebook, etc. J'ai rencontré Jérémy pour la première fois physiquement au mois de juin 2012 à Marseille. C'était uniquement pour se rencontrer et parler de ses affaires. Avant de le rencontrer, je savais qu'il résidait en région parisienne, qu'il était célibataire sans enfant et qu'il menait ses petites enquêtes pour la recherche d'informations dans le milieu pédo. Je sais que Jérémy menait différentes enquêtes liées à la pédo. J'entends par enquête la collecte d'informations sur différentes affaires de pédophilie, de les regrouper et de monter des dossiers pour les diffuser sur Internet dans le but de dénoncer les faits. Alors quand on voit la qualité de vos enquêtes où en fin de compte, vous n'écoutez qu'un seul son de cloche, excusez-moi, je rigole. Voilà, voilà. Donc Jérémy travaillait sur un dossier de Besançon. Et il pensait que l'enfant était réellement en danger. Alors si j'ai bien suivi, au final, cet enfant avait 20 ans. C'était un peu tard pour agir. Il n'est jamais trop tard. Mais en plus, si j'ai bien compris, parce que du coup, j'ai vérifié certaines choses, histoire de pouvoir tenir des propos cohérents. En fin de compte, non seulement cette personne avait 20 ans, mais en plus, c'était une histoire d'inceste dans sa famille. Et je ne sais pas si la personne n'avait pas été poissée, justement. Lors de notre première rencontre, c'est moi qui l'ai provoqué car je me rendais à Cassis avec mon véhicule et j'ai proposé à Jérémy de me rejoindre en train. Nous sommes restés 2 ou 3 jours et nous étions hébergés chez une amie prénommée Sylvie. Mais je ne tiens pas à vous donner son nom car je ne veux pas qu'elle soit embêtée avec cette affaire. Avec Jérémy, pendant ce séjour, nous avons abordé les dossiers sur la pédo. Je reconnais que Jérémy était plus au courant que moi sur les sujets car je pense qu'il a découvert ces faits depuis plus longtemps que moi et le fait qu'il ne travaille pas lui laissait plus de temps pour les recherches. Au mois de juin, je dois vous dire que je n'étais pas ignorant sur le sujet. Je commençais à bien m'y intéresser. Alors, ensuite, on lui pose la question. Bon, c'est les questions par rapport à ses connaissances. Dans les mêmes moments, alors que je m'intéressais à ces réseaux pédocriminels sur Internet, j'ai découvert le site RRR via les infos Facebook. J'ai découvert les infos du créateur de ce site en la personne de Mayostan. Sur ce site, il explique sa vie et c'est là que j'ai appris que c'était un ancien gendarme et militaire.
J'ai découvert le combat qu'il menait, à savoir la lutte contre les réseaux pédocriminels, et il dénonce la société dans laquelle on vit, et notamment la corruption dans la justice, gendarmerie, médecine, etc. À la lecture de ces infos, je reconnais avoir été impressionnée par ce personnage. J'ai continué à aller sur Facebook et sur les groupes de rassemblement et je continue à vivre ma vie normalement jusqu'au 6 août 2012, date de mon licenciement. De ce fait, je dispose de plus de temps et je passe beaucoup plus de temps sur Internet et toujours sur les mêmes sujets et d'autres. En effet, ce sujet fonctionne en vase clos. Vous avez des groupes où on vous diffuse des informations pour la plupart tronquées ou non fiables. Et de toute façon, on vous interdit de poser des questions parce que, comme j'ai déjà dit, c'est pas ce qu'on attend de vous. Et il ne faudrait pas que vous contestiez le bien fondé d'une affirmation sans fondement. Hein, sinon, c'est l'exclusion du groupe. Ça dérange. Il faut continuer à cracher sur tout le monde quand bien même on n'a pas de preuves. Mayostan a-t-il un pseudo sur Internet? Je ne saurais vous dire. Il se peut qu'il ait utilisé le compte d'un ami. C'est une personne injoignable. Il change régulièrement de téléphone et de mail. Je vous dis, parano puissance 1000. Je lui dis, alors que je me rends dans la région de Bordeaux chez ma sœur, il me dit qu'il se trouve également dans cette région et me dit que si je suis d'accord, on pourrait se voir. Je lui donne alors mon numéro de téléphone portable qui commence par 06, mais je ne me souviens plus du numéro à l'époque. J'avais téléphone Samsung Wave. Il n'y a pas de date de prise pour un rendez-vous. Je me rends chez ma sœur et j'avais pris mon ordinateur avec moi. Je l'emmène toujours. 2 ou 3 jours après être arrivée chez ma sœur, je suis contactée par téléphone par l'ami de Mayo, Stan. Il s'agit d'une femme avec un accent. Je saurai plus tard qu'il s'agit de la compagne de Stan, à savoir Janet. Elle me donne rendez-vous pour le lendemain dans les alentours de Bordeaux, en fin de matinée, devant un bureau de poste d'un petit village. Je me rends à ce rendez-vous et je suis surpris de voir Mayo Stan avec sa compagne Janet en camping-car. Je pensais rencontrer un groupe de militants. Ils m'invitent à boire le café dans leur camping-car. Ils se présentent et m'expliquent pourquoi ils mènent ce combat, sans non plus rentrer dans les détails, car je savais déjà en partie via Internet. Ils me posent des questions sur ma vie, ils m'expliquent qu'ils sont dans la région pour mener une petite enquête sur une maman à qui la justice a enlevé les 3 enfants pour les remettre au père, qui d'après Stan et son enquête est un pédophile. Mais sinon, il ne comptait pas les enlever, puisqu'il avait l'air, d'après son enquête, persuadé que le papa était un pédophile. Hein, ça, c'est de l'enquête de compète. Ils me disent qu'ils travaillent seuls et je leur dis que je suis surprise de les voir que tous les deux. Ils m'ont demandé alors si j'avais un peu de temps pour les aider à mener cette enquête. Vu le récit de l'histoire, j'en ai déduit que les enfants étaient en danger et vu la réputation de Stan dans ces affaires, j'étais plutôt en confiance pour mener une enquête avec eux. J'ai accepté car j'avais le sentiment de faire quelque chose de bien. Voilà. Petite question pour flatter l'ego. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été contacté personnellement par Mayo, Stan? J'ai été surpris et flatté d'être contacté par cet homme ancien gendarme qui mène un combat pour une bonne cause. Et oui, le charisme, c'est comme ça qu'on vous aura tous. Hein, continuez à suivre les gens charismatiques mais qui vous manipulent. Vous avez raison. Mais... ensuite, donc il y a une petite pause. On en arrive à l'audition de 15h. Donc il continue à s'expliquer sur les faits. Ouais, c'est ma licorne magique. Ah, la licorne, tout un symbole. Il paraît que c'est un symbole pédophile. Vous étiez pas au courant? Moi, j'ai découvert. Donc on continue. 24 octobre, 15h. Voilà, toujours l'audition de M. Borja qui continue à s'expliquer sur les faits. Alors... Suite à ma rencontre dans la région de Bordeaux avec Mayo, Stan et sa compagne, j'ai accepté de mener l'enquête avec eux sur des enfants en danger selon eux. Ils m'ont dit que l'aîné des 3 enfants, qui est une fille, avait parlé et avait dénoncé des attouchements qu'elle subissait de son père et de sa grand-mère paternelle. Lorsque je dis que l'aîné avait parlé, c'était qu'on avait parlé à sa mère et que c'était une vieille histoire. En effet, la mère en aurait signalé les faits à la justice et qu'il y avait une enquête. Les résultats de cette enquête avaient déterminé que la mère était dérangée et qu'elle avait été placée en psychiatrie, que les enfants avaient été confiés au père. Je tiens ces informations de Mayo Stan. Ah, c'est marrant, il n'est pas là d'être au courant que les enfants avaient été enlevés pendant 2 ans et 8 mois précédemment. Stan fait d'ailleurs le topo de l'histoire et me dit qu'étant donné que la justice n'avait pas fait son travail, que la mère a pris ses 3 enfants et qu'elle est partie avec quelque temps après, elle a été retrouvée et été incarcérée et les enfants confiés à leur père. Connaissez-vous le nom de la mère de ces 3 enfants?
Je connais que le prénom, il s'agit de Sandrine. Je sais qu'elle est très présente sur les groupes sur Facebook et que son histoire circule sur Internet. Elle crie à l'injustice. Je ne sais pas du tout où elle réside. Mayo Stan s'intéresse à cette affaire à la demande de Sandrine ou parce que cette histoire l'intéresse. Je sais que Stan avait un contact avec Sandrine, mais je ne peux pas affirmer qu'il fait cela à sa demande. Je sais que Stan veut vérifier la véracité de ces faits et le but de son enquête était de rentrer en contact avec l'aîné des enfants pour en savoir plus. Je vous rappelle la méthode de prise de contact. Janet fait croire qu'elle s'appelle Nathalie, qu'elle a perdu un petit chien prénommé Lino pour rapprocher les enfants, qu'elle isole Léa, qu'elle lui pose des questions, à savoir est-ce que tu continues à subir ou est-ce que tu as subi, à laquelle la fillette répond non, c'est maman qui a inventé, elle n'est pas bien dans sa tête, mais elle lui laissera quand même un petit mot, invitant cette fillette de 12 ans, je le rappelle, à laisser sa fenêtre ouverte le soir pour que Georges, Stan Mayo, vienne en pleine nuit lui parler. Caméra au point ou autre chose, parce que je vous rappelle qu'il avait quand même l'intention de prendre la maison d'assaut. Hein, les notes de son roman noir, y a que lui qui y croit. Et puis vous, bande de débiles. Alors, après avoir accepté de coopérer avec Stan et sa compagne sur ce dossier, nous nous donnons rendez-vous le lendemain au bord d'un lac. Avant, j'avais récupéré toutes mes affaires chez ma sœur et je suis partie les rejoindre. Le couple et sa compagne sont déjà au bord du lac dans leur camping-car et je les rejoins avec mon fourgon Vito. Nous sommes restés au bord du lac pendant quelques jours avec eux. Je ne peux vous dire combien, mais je sais que c'était moins d'une semaine. J'avais pour mission de me poster avec mon fourgon à un endroit bien précis et de noter tout ce qui se passait. Quel était le lieu que vous deviez surveiller ? Il s'agissait de l'entrée de la maison où demeuraient les enfants, du portail où passaient les voitures. Je devais tout noter car Stan et Janet pensaient que ces gens faisaient partie d'un réseau, vu l'impunité dont ils avaient fait part d'après Stan. Bon, c'est pas très français, en même temps c'est des PV de gendarmes. Je vous rappelle, ils sont pas très doués en orthographe et encore moins en rédaction. Je notais toutes les allées et venues sur un carnet que Stan m'avait donné et je lui ai redonné à la fin de ma mission. Je dois dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose et je n'ai pas constaté de soirée particulière. Il n'y avait rien de spécial de louche. Vu qu'il ne se passait pas grand-chose, j'ai demandé à Stan s'il était sûr de cette affaire. Il m'a répondu qu'il y avait eu une procédure Mélanie avec l'aîné suite à la plainte de la mère et qu'au cours de cette procédure, les gendarmes et le pédopsychiatre avaient conclu que la petite avait bien été abusée. Il ne m'a pas apporté la preuve de ces faits. C'est quand même encore un élément clé. C'est dingue le nombre d'éléments clés qui disparaissent des dossiers, alors qu'on arrive à remettre la main dessus. Je sais que Stan voulait se renseigner auprès d'un pédopsychiatre à Perpignan où la petite avait été suivie. Il devait le faire, mais je ne sais pas s'il l'a fait. Étant donné qu'il n'y avait rien et comme j'avais que quelques jours, j'ai donc décidé de retourner voir ma soeur dans la région de Bordeaux, qui est enceinte. En plus, j'avais un rendez-vous Pôle emploi. Je devais rentrer. Je suis donc rentrée fin août chez moi. J'en profite pour aller à mon rendez-vous. J'héberge chez moi à la même période une amie que vous avez vue hier lors de la perquisition qui a des problèmes en ce moment. Je continue toujours à aller sur Internet. Je suis toujours en contact avec Jérémy qui s'occupe toujours de l'affaire de Besançon et qui a bon espoir d'aider la victime. Vers la mi-septembre, je reçois un appel de Janet, la compagne de Stan, pour me dire qu'ils veulent que l'on se rencontre avec Jérémy pour parler du dossier de Joy, qui est en fait le dossier de Besançon. Ce dossier intéressait Stan et il voulait voir Jérémy avec ces éléments. Stan pensait que la petite était en danger et que le dossier devenait urgent. Nous nous rejoignons donc autour de Montélimar. Stan et Janet sont avec leur camping-car. Moi, j'ai mon Mercedes Vito. Et je suis allée chercher Jérémy à la gare de Montélimar. De mémoire, c'était vers le 20 ou 21 septembre 2012. Nous parlons du dossier de Besançon et Stan décide de monter à Besançon car il estime que la petite était en danger. Par souci de rapidité, Stan décide que l'on parte à 3 avec mon véhicule Mercedes Vito. Il y avait donc Stan, Jérémy et moi. Janet est montée dans le camping-car. Nous sommes arrivés à Ornans vers 19 ou 20 heures. Janet est arrivée vers 2 heures du matin. Comme Stan est persuadé qu'il va y avoir des soirées pédosataniques, la petite avait confié à Jérémy le nom et le prénom d'une personne qui possédait une maison cossue où il se passait des soirées. Stan a fait des vérifications, mais il n'a pas trouvé l'adresse. Mais il y avait des noms de famille qui correspondaient. Il avait donc
3 adresses et avec son GPS, il m'a demandé de l'accompagner avec mon véhicule pour vérifier ses adresses. Jérémy était avec nous. Nous avons vérifié ces 3 adresses et les 2 premières ne correspondaient pas. En ce qui concerne la 3e adresse, nous avions un doute. Et comme Jérémy était en contact avec la petite, mais la seule chose qui correspondait, c'était le véhicule Renault Scénic, comme avait décrit la petite. Nous sommes restés à surveiller cette maison jusqu'à minuit 1h et Stan prenait des notes sur les allées et venues. Comme c'était calme, nous sommes partis pour attendre l'arrivée de Janet. Nous avons trouvé un endroit pour dormir à Ornans, près d'une rivière. Il y avait déjà des camping-cars. Le lendemain, Jérémy recontacte Joy pour le dossier de Besançon pour lui dire qu'il est dans la région et qu'il souhaite la rencontrer. Il prend rendez-vous avec elle à Bolandos vers 14h30. Stan avait fait les équipes pour aller à ce rendez-vous. J'étais avec lui dans le Mercedes Vito et Jeannette était avec Jérémy dans le camping-car car le but de ce rendez-vous était que Jérémy rencontre la victime et d'avoir des informations sur ce qu'elle vivait. Il voulait également la rassurer et lui montrer qu'il s'occupait du dossier. Nous avons pris la route et arrivé à Bolandos, je me suis arrêtée pour laisser passer le camping-car car il fallait qu'il arrive seul dans le village. Avec Stan, nous avons remarqué la présence d'une fourgonnette de gendarmes dans le village. Lorsque j'ai démarré, nous avons été contrôlés par cette patrouille. Les gendarmes ont procédé au contrôle de mes papiers. Comme j'étais en règle, j'ai tout donné. Ils ont demandé à Stan et ce dernier a dit qu'il ne les avait pas et il a donné une photocopie. Un des gendarmes est allé dans le fourgon pour vérifier l'identité et c'est à ce moment-là que Stan en a profité pour s'échapper. Il m'a laissé seul, j'ai été surpris de cette réaction. Je me suis donc retrouvée au sol et menottée et auditionnée à la brigade. Je dois dire que j'ai été surpris par le comportement de Stan, puis ensuite par l'interpellation virulente de vos collègues. Et il faut dire que je me demandais ce qui se passait. Dès la fuite de Stan, le gendarme à ma gauche a dégainé et m'a mis en joue et m'a demandé de lever les mains et de descendre du véhicule en criant. Une fois descendu du véhicule, j'ai été interpellée et projetée à terre assez violemment. J'ai été menottée à l'arrière et le gendarme continuait de m'interroger en criant et voulait savoir qui j'étais, ce que je faisais ici et pourquoi mon passager avait pris la fuite. Étant impressionnée par cette interpellation et ne sachant plus quoi faire, j'ai décidé de répondre aux questions en disant que je connaissais très peu mon passager et que je ne comprenais pas pourquoi il était parti comme cela. J'ai été placée dans le champ sous la pluie tout en étant surveillée par les gendarmes le temps des recherches et ils continuent à me poser les mêmes questions sur le passager ensuite. J'ai inventé une histoire de rencontre d'un couple pour un projet éco-bio et je continuais à dire que je ne le connaissais pas. Cette histoire a duré 1 heure. J'ai été ensuite placée dans un véhicule pendant environ 3 heures, le temps des recherches. Sinon, non. Les gendarmes ont fouillé mon fourgon. Ils ont récupéré les affaires de Stan. Après avoir fait toutes les vérifications me concernant, ils m'ont démenotté au bout de 4 heures et j'ai été auditionnée à la brigade en tant que témoin. Je me rappelle qu'au cours de cette audition, j'ai eu un petit litige avec vos collègues car ils voulaient me rendre l'intégralité des affaires de Stan avec les carnets. Moi, je n'en voulais pas et j'ai demandé le pourquoi. Ils ont appelé le procureur de la République de Besançon qui a donné comme instruction de me rendre les affaires de Stan sans m'expliquer pourquoi. J'ai donc récupéré les affaires et je suis partie. Je dois tout de même vous dire que j'ai lu les carnets avant de les jeter dans une poubelle. Je précise qu'avant de me rendre les carnets et les affaires de Stan, les gendarmes ont fait des photocopies des carnets qui ont été notés dans mon audition. On lui pose ensuite la question, lorsque vous êtes monté à Besançon avec Stan et Jérémy pour le dossier de Joy, Stan vous a-t-il reparlé du dossier 2 qui semblait très important pour lui? La réponse, non, il ne m'en a pas reparlé, je pense qu'il ne devait plus être important pour lui et il avait des doutes sur la véracité de cette affaire. Il est 17h, petite pause, donc on est sur la fin. Moi aussi je fais une petite pause, je reviens.